Chers amis, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour notre rendez-vous habituel Culture, l'autre regard. Nos artistes, nos écrivains, nos poètes, nos romanciers n'ont cessé de composer, que ce soit avec le verbe, l'image ou bien la note. Cette œuvre protéiforme qui compose le patrimoine algérien est magnifiquement, à mon plus qu'humble avis, illustrée ce soir par mes deux invités. Tout d'abord, j'ai l'immense plaisir de vous présenter Madame Fatma Zohara Slimani Douadi. Madame Slimani, bonsoir. Bonjour, merci de m'avoir invité, je suis très honorée. Tout l'honneur est pour nous, Madame Slimani Douadi. Vous êtes retraitée de l'enseignement, de l'éducation publique, et vous êtes auteur de deux ouvrages. D'abord, un récit qui s'intitule Pour une bouffée d'oxygène, paru en 2022 aux éditions Al-Qubbiya et pour lequel j'ai eu l'immense plaisir de vous recevoir la saison passée. Et en 2023, tout récemment, vous avez publié un ouvrage hybride qui est justement hybride entre la nouvelle et la poésie et qui s'intitule « Apprends-moi un jour une histoire, un poème », lui aussi aux éditions Al-Qubbiya, que nous saluons pour son activité et pour son audace. On va revenir justement à cet aspect assez inédit de cet ouvrage. Merci encore Madame Slimani Douadi. C'est moi qui vous remercie. Et puis j'ai parlé de l'image et de la note, en plus du vers. C'est magnifiquement illustré par notre deuxième invité, Monsieur Rachid El-Zaghi. Monsieur El-Zaghi, bonsoir. Bonsoir, Daoud. Merci d'être parmi nous ce soir. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir après vous avoir finalement rencontré au Salon du Livre d'Étienne et d'avoir découvert vos œuvres. Vous êtes compositeur, interprète et poète. Vous êtes poète en français et en tamazirt. Et en arabe algérien également. On va y arriver justement. Alors, en ce qui concerne la poésie, vous êtes auteur de plusieurs recueils. Ce soir, nous allons nous intéresser plus particulièrement à deux recueils. L'un qui s'intitule Sur le chemin des loups et qui a été édité aux éditions Dar al-Uthmaniya, préfacé par Johar Amhis, qu'on ne présente plus, et présenté par ailleurs par Mohamed Cherif Ghbalou et Hafida Amia. Par ailleurs, nous allons aussi découvrir, avec votre aimable permission, un autre recueil qui s'intitule Jaillissement des mots aux éditions Barkat. Et puis, les deux recueils ont été magistralement illustrés par Karim Selgoua. On va découvrir avec vous la relation qui vous unit. On a parlé aussi de la note, et avec vous, la note, vous donnez le la, avec plusieurs albums, puisque vous êtes aussi compositeur et interprète, en arabe algérien et en tamazirt. Vous avez plusieurs albums à votre actif, notamment celui que nous allons découvrir dans notre Minute Mélomane et qui s'intitule Der el Khair. Voilà. Merci encore, Monsieur Rachid El-Zaghi, d'être parmi nous. Merci. Alors, galant comme vous êtes, si vous permettez, bien entendu, je me tourne d'abord vers Madame Fatma Zohara Slimani Douadi pour ce recueil assez audacieux, puisque vous alternez entre la nouvelle et le roman dont Apprends-moi un jour une histoire, un poème. Racontez-nous un peu la genèse de cet ouvrage assez, je l'ai dit tout à l'heure, assez audacieux, assez inédit aussi. On n'a pas l'habitude de cet hybride. Je crois que c'est inédit dans la littérature algérienne. Ou en tout cas, c'est très rare. Je l'ai écrit. Bon, nous en avons parlé avec mon éditeur, M. Boudermine, je le remercie. Oui, que nous saluons, Ahmed Boudermine des éditions Al-Qubbiya. Il m'a encouragé. Bon, j'avais décidé au départ d'écrire des nouvelles, mais comme j'écris beaucoup de poésie à temps perdu et j'avais déjà un recueil entamé. Pas si perdu que ça. C'est peut-être celui que vous ferez fructifier le mieux. J'avais un recueil qui était déjà entamé. Lorsque j'ai publié mon premier ouvrage, je l'ai mis de côté. Je l'ai, disons, complété. J'avais aussi écrit lors du séisme de Boumergues plusieurs poèmes que je n'ai pas eu l'occasion de publier. J'avais écrit tout un recueil que je n'ai pas publié. Donc je me suis dit, je vais écrire des nouvelles. Pour le roman, je l'ai commencé, mais comme ça prend beaucoup plus de temps, et je voulais qu'il s'étale sur une longue période, allant de... je ne suis pas née d'hier, allant de la période coloniale. J'étais enfant, mais nous avons tous gardé les stigmates de cette période-là. Donc je me suis dit... autant ne pas laisser mes lecteurs sur une triste note, celle du premier ouvrage. C'était Pour une bouffée d'oxygène qui décrivait
Votre expérience de la crise expérience sanitaire. voilà, la pandémie, mon hospitalisation, etc. J'ai écrit des nouvelles. Bon, les nouvelles, bien sûr, qui ne connaît pas Maupassant, le maître de la nouvelle, il en a écrit au moins 130. Et j'étais toujours émerveillée par ces petites histoires qui en racontaient beaucoup. Certes. Qui appelaient à la réflexion, ce n'était pas le roman, ce n'était pas plusieurs péripéties, loin du conte, parce que le conte a plusieurs péripéties, loin des fables, etc. Mais la nouvelle, elle a une péripétie ou deux, et puis on la raconte d'une façon, c'est une trame littéraire. On est obligé de s'en tenir à la littérature quand on peut, et j'ai essayé de faire le mieux que j'ai pu. Et aussi, ça m'a permis aussi de toucher à plusieurs thèmes, parce que le thème qui prévaut, ça va peut-être étonner mes lecteurs, c'est la femme. Je ne l'ai pas fait exprès. J'ai parlé de la femme parce que je suis une femme et parce que j'ai vécu au sein d'une société où les femmes ont beaucoup souffert. Certes, vos personnages l'illustrent d'ailleurs. Voilà. Fadela, Zoubida. Et Halima, Voilà. Où c'est le père, le frère, la période coloniale, et puis il y a eu le séisme, il y a eu beaucoup de maux qui ont touché la femme, et elle a toujours prouvé son courage, sa grande patience, sa résistance, et surtout dans le milieu, dans la société algérienne, la femme, de par ses gènes, se sacrifie. Elle a cet esprit de sacrifice. Elle se sacrifie pour ses enfants, se sacrifie pour sa famille, se sacrifie pour ses frères et sœurs lorsque les parents décèdent. Donc, oui, on va y arriver avec une de vos nouvelles, oui. Voilà, j'ai senti ce besoin d'écrire. D'ailleurs, quand on commence à écrire, on ne sait jamais où on va s'arrêter. Et la nouvelle nous permet justement de faire une chute qui n'est pas... De se tenir la bride courte. Voilà, on se tient la bride courte. Seulement, moi, j'adore les descriptions. J'ai beaucoup lu Balzac et tout ça. J'aime installer mes personnages dans un décor, le décor qui convient. Et j'adore ces images qui permettent au lecteur d'être transporté exactement dans cette maison, dans ce paysage, dans cette famille. Et on me l'a dit et ça me fait plaisir. Donc j'ai profité pour écrire des nouvelles réalistes, parce que ça touche les mots sociaux, ça touche la famille, ça touche le tremblement de terre, des choses qui ont touché, des événements qui ont touché de près notre pays. On va découvrir justement les thèmes que vous abordez, mais avant, si vous permettez, on va présenter aussi d'abord votre premier recueil, Monsieur Rachid El-Zaghi, sur le chemin des loups, qui est un recueil de poésie préfacé par Djohal Amhis et qui est magnifiquement, mais alors vraiment magnifiquement illustré par Karim Selgoua. Je salue d'ailleurs les éditions d'Al-Othmania qui ont fait un très beau travail d'illustration. C'est un plaisir à lire pour le texte lui-même, mais aussi pour l'illustration. Comment s'est effectuée cette collaboration avec l'artiste plasticien Karim Selgoua qu'on le présente plus? Alors, Karim Selgoua, c'est d'abord un ami d'enfance. Il est un peu plus jeune que moi, c'est un ami d'enfance. On habite le même quartier. On a fréquenté le même collège. Moi, je suis passé avant lui. On a fréquenté le même collège. On a à peu près la même éducation, donc pratiquement les mêmes principes, les mêmes idées, j'allais dire, chacun dans son domaine, mais disons à peu près une éducation analogue. Donc quand j'ai commencé à écrire de la poésie dans les années 90 à peu près, parce qu'il faut dire que j'ai fait une carrière dans les ressources humaines. Oui. J'ai fait une post-graduation dans les ressources humaines. Même si j'ai de tout temps été en relation avec la poésie, parce que c'est une passion qui m'habite et qui vit avec moi de tout temps. Donc quand j'ai décidé d'écrire, j'ai commencé par présenter la poésie. Je voulais la présenter comme on présente une mariée. Donc il fallait l'embellir. Et j'ai trouvé cette idée de mettre
la poésie et la peinture. J'ai commencé par des tableaux. Donc j'ai commencé par exemple, faire un poème. J'ai commencé par un poème. Mon premier recueil, il date de 2009. Il a été édité à Paris. C'est des mots pour dénoncer les mots. Donc c'est le premier réellement. Donc on a commencé à travailler. J'ai commencé à travailler avec Mohamed Larbi Guita, d'abord, qui est parti par la suite au Canada. J'ai fait quelques œuvres avec lui. Puis Karim Sergoua. Alors Karim Sergoua, ça a été la grande, j'allais dire la grande fusion en quelque sorte entre lui et moi, et entre la peinture et la poésie, un mariage esthétique, j'allais dire. Certes. Donc j'ai commencé à faire le poème et à lui remettre le poème. Lui, à partir de la lecture du poème, il s'inspire pour faire une illustration. Donc on a travaillé le premier recueil de cette manière. Le deuxième recueil, donc c'est Jaillissement de mots, il m'a dit on va changer de méthode de travail. Il m'a dit tu me ramènes toute l'œuvre, moi je vais lire toute l'œuvre et je vais faire une trame. C'est ce qu'il a fait. Et le troisième également, sur le chemin des loups, c'est la même chose. Karim Sergoua, qui m'a beaucoup aidé et dont les illustrations qu'il a faites à mes œuvres ont beaucoup apporté à l'œuvre sur le plan esthétique, et ça permet aussi une deuxième lecture, parce que c'est réellement, c'est-à-dire qu'il y a une lecture de la poésie et une lecture de la peinture. Absolument. Parce que ce n'est pas uniquement des peintures comme ça qu'on a pris et qu'on a mis, c'est des peintures qui ont été faites en fonction de la lecture du poème. Donc Karim s'est inspiré du poème pour faire la peinture. Et ça a donné vraiment quelque chose de bien. D'ailleurs, c'est ce que tout le monde dit. Donc j'ai commencé par le mariage de la peinture et de la poésie pour présenter ma poésie, parce que j'adore la poésie et je voulais que la poésie soit présentée de cette manière. Puis après les tableaux, j'ai fait des expositions de tableaux un peu partout, à Alger, etc., et dans plusieurs galeries. Puis je suis passé à l'édition. L'édition en 2009, donc j'ai commencé à éditer à Public Sud à Paris, puis ici à Alger, édition Barkat, puis l'Atmania, voilà. À toute proportion gardée, d'ailleurs, en lisant le recueil, ça m'a évoqué cette très célèbre collaboration entre Katib Yassine et Mohamed Essiakham. Katib Yassine qui figure d'ailleurs comme épigraphe du recueil. Alors, sur le chemin des loups, et en lisant le recueil où vous utilisez cette métaphore du loup, j'ai tout de suite pensé à la fameuse phrase de Thomas Hobbes, hein, l'homme est un loup pour l'homme. Absolument, oui, absolument. Hélas, absolument. Toujours jusqu'aujourd'hui. Oui, bien sûr, ça a toujours été comme ça. Mais moi, je dénonce le comportement social du loup, mais il y a aussi le lion. Il y a aussi le lion qui est là, qui est porteur de valeurs et qui est là, qui rugit tout le temps pour dénoncer justement ces comportements du loup. On n'a rien à voir. C'est-à-dire, je ne dénonce pas le loup en tant qu'animal. Bien entendu, le loup est un animal noble, mais c'est en quelque sorte le comportement humain du loup. Voilà. Alors, vous abordez plusieurs thèmes, évidemment, et on retrouve, comme chez tous les poètes, comme chez Madame Slimani Douadi aussi, on retrouve cette présence de notre culture, de notre arabe algérien, de notre parler, dans la langue française que vous vous réappropriez, et notamment dans un poème qui s'intitule et qui m'a beaucoup plu et beaucoup fait sourire. Notamment, je me suis rappelé mon professeur de philosophie que je salue, qui me répétait souvent cette phrase, mais lui, il me l'a répété en arabe. Vous êtes maître sans maître ne peut être. Bien sûr, Cheikh Bla Cheikh. Cheikh Bla Cheikh, كل ما يبنيه شيخ. هذه حتى في الملحون. Exactement. Dans le Malhoun, elle est dite en tant que poésie. Et c'est vrai que il n'y a pas, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, et on ne peut pas être seul. On doit prendre de quelqu'un. Voilà. On ne crée rien ex nihilo. Et j'ai fait d'ailleurs, il y a même un poème où je rends hommage à mon professeur, M. Tahar Arbaoui, qui probablement est en train de nous regarder.
que j'ai eu comme professeur au CEG Baranès en 1966 et que je garde comme ami jusqu'au jour d'aujourd'hui. D'ailleurs, je crois que le poème il est dans un recueil où je dis maître sans maître ne peut être. Oui, d'ailleurs, cet hommage-là figure dans le recueil Jaillissement des beaux et vous lui dites « Tu es cet enfant du savoir qui s'investit pour restituer. Ta vie ressemble au miroir d'art et de science perpétués. » Oui, absolument, absolument. Alors, les hommages foisonnent dans cet ouvrage et notamment, vous rendez hommage au regretté Azzdine Medjoubi et Abdelkader Alloula dans Fleurs de théâtre. Fleurs de théâtre, absolument, absolument. C'est deux monuments, ces deux monuments de théâtre, parce qu'il faut dire aussi que le théâtre, il est très très important, très très important. C'est un art qui est très très important pour la société et dans la société, parce que c'est le véritable miroir de la société, absolument, plus que le cinéma. Certes. Et le théâtre aussi se marie également avec la poésie. Parce qu'on peut déclamer sur les planches, on peut, par exemple, dans une pièce théâtrale, utiliser la poésie. Et c'est ça qui est beau. Le théâtre est beaucoup plus proche de l'individu que le cinéma. Moi, je les imaginais. Oui, Madame évoque la satire, ça c'est un clin d'œil. Peut être déclamé aussi. Oui. On va revenir justement au théâtre et au rapport avec le Melhoun, mais d'abord, si vous permettez, je me tourne vers Madame Slimani Douadi. On a évoqué le roman en préparation. Et sa genèse figure dans « Apprends-moi un jour une histoire, un poème », avec cette nouvelle, la plus émouvante, en tout cas celle qui m'a le plus ému, hein, pas forcément la plus émouvante, mais celle qui me parle le plus, « Le grand départ ». Je vous laisse d'abord nous résumer, et après je vais rebondir. Ce qui est peut-être réaliste fait sortir beaucoup d'émotions, c'est peut-être ça, parce que c'est une nouvelle qui est réaliste et qui... Et on sent dans cette nouvelle que ça coule de source. Voilà, elle a été racontée, c'est vrai que je l'ai racontée, d'ailleurs je l'avais publiée sur Facebook bien avant qu'elle apparaisse sur le livre, et ceux qui l'ont lu me disaient la suite, moi je ne voulais pas donner de suite parce que j'ai prévu d'écrire le roman. Voilà. Et ça demande beaucoup plus de temps et beaucoup plus de... je voulais quand même bien le raconter. Et la nouvelle parle... La nouvelle, c'est une partie... en 1958. En 1958, voilà, elle raconte le départ d'une famille qui était... bon, il y avait d'abord le père qui a été arrêté, incarcéré dans une prison à l'époque. Qui était un militant du FLN. Qui était un militant du FLN. Et quand il est sorti, d'abord le fait qu'il... Je raconte aussi comment ils sont venus, dans le roman, je vais raconter aussi comment ils sont venus le chercher. Ça aussi, c'était très, très émouvant. Et c'est un traumatisme pour la famille. Des séquelles, c'est un traumatisme pour toute la famille. Quand un camion s'arrête comme ça devant chez vous, une troupe de soldats rentre et on va directement, parce que c'était une grande cour, il y avait plusieurs appartements, et on vient chez vous, on fouille, on met tout par terre, et on emporte, ils emmènent avec eux le père de famille. Oui, l'arsa. Donc voilà. Le pilier de la maison. Voilà. La famille a vécu ça, je le raconte dans mon roman. Après cette période, comme le père a été relâché quelques mois après, il a été torturé, bon, je ne vais pas tout raconter ça. Oui, ce que vous évoquez d'ailleurs dans un poème sur la torture aussi. La torture, là, j'évoque dans un poème la visite à la prison. Parce que la petite fille a été voir son père en prison. Et on est frappé par la similitude avec des événements contemporains, hein, lorsqu'on lit ce départ, ce déménagement, et la fréquence des barrages et à chaque fois les prières de la mère pour que tout se passe bien, pour que le papa ne soit pas... Et puis le peu de meubles qu'on prend, les quelques cartons, juste le strict nécessaire. Voilà, et ça m'a rappelé tous les checkpoints que vivent au quotidien nos frères palestiniens, auxquels vous aussi vous rendez hommage, on va y arriver. Mais avant cela, si vous permettez, c'est le moment de notre petit intermède musical
Donc je vous retrouve après le jingle pour notre minute mélomane. A tout de suite. Vous l'aurez sans doute deviné, mes chers amis, puisque j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir un compositeur et un interprète, c'est donc lui qui, à son insu, va choisir pour vous le morceau de ce soir pour notre Minute Mélomane. Je vais tout simplement vous laisser découvrir le morceau qui s'intitule Der el Khair et qui a donné son nom à l'album Der el Khair de Rachid Rezagui. Je vous laisse découvrir et on se retrouve ensuite après. نحمد الله بحمده السترة جت من عنده كل ما عندي بيده مو الخير ربي يزيده ربي قوي يا إنسان في السماوات والبحور خلق الطاعة والإيمان تيب اللي مغرور أحفظ الميم والإحسان سنة النبي المبرور أحفظ الميم والإحسان سنة النبي المبرور دير الخير خلي الفقير الغير دير الخير ربي قلبي دير الخير خلي الفقير الغير دير الخير ربي قلبي فانية كلمنا وانت تبني وتهد تخلط الحلال والحرام تشري تدي وتمد الخير جعله ربي يعلم الطريق المولى يرشد الخير جعله ربي يعلم الطريق المولى يرشد دير الخير خلي الفقير الغير دير الخير ربي قلبي دير الخير خلي الفقير الغير دير الخير ربي قلبي الحب أساس الدنيا يقرب بين القلوب غرس الخير بالنية وعز اللي محبوب يوم تحضر المنية ما تصيب طريق الهروب يوم تحضر المنية ما تصيب طريق الهروب دير الخير خلي الفقير الغير دير الخير ربي Très beau morceau, Monsieur Rachid Rezagui. Der el Khair. خلي الباقي للغير. Exactement, et vous avez cette très belle phrase, الحب أساس الدنيا. ويقرب بين القلوب. نعم. Et c'est un peu pour ça qu'on sent que sur le chemin des loups, vous déplorez justement cette dissolution du lien social et cette dissolution de l'amour qui aurait dû unir les hommes entre eux. Absolument, la solidarité qui existait, la fraternité, l'humanisme. On va y arriver, mais si vous permettez, je poursuis avec Madame Slimani Douadi. Justement, lorsque j'invite des auteurs, c'est parce qu'il y a un lien comme ça qui les lie dans leurs œuvres. Et sur le chemin des loups, l'homme est un loup pour l'homme. On retrouve ce rapport heurté à l'autre dans la nouvelle Quand le vent se mit à hurler, où vous peignez avec un réalisme poignant la duplicité de certaines personnes
et qui n'hésite pas à manipuler des proches afin de faire que ces proches-là se consacrent à leur service. Oui. Et elle a détruit complètement la vie de sa belle-sœur parce qu'elle avait besoin d'elle, tout simplement. Halima était une fille orpheline de mère qui s'est rapprochée de son frère parce qu'elle avait besoin de tendresse, elle avait besoin d'être entourée. De protection aussi. Et elle avait besoin d'être protégée parce que son père, manipulé par la belle-mère, Par la marâtre, oui. voilà, elle avait perdu cette complicité qui la liait à son père. Ils étaient très complices du vivant de sa mère. Et une fois la maman décédée, Halima était un peu perdue. Et là aussi, je voulais mettre en exergue le manque de communication parfois entre le père et la fille, entre le père et l'épouse. On retrouve ça dans Fouzia aussi. Oui, dans la première nouvelle, oui. Oui, parce que là cette absence de communication engendre beaucoup de problèmes. Quand on n'écoute pas ses enfants, une fois adolescents. Moi, je le dis, et ça m'a marqué parce que j'ai vécu dans les collèges et lycées, j'ai travaillé longtemps, et j'ai vu ces adolescents qui sont des fois perdus. Et lorsqu'on fait appel aux parents, on s'aperçoit qu'ils avaient besoin de se confier à quelqu'un. Parce qu'une fois qu'on est seul avec eux et qu'on leur parle, ils nous écoutent. Ce ne sont pas des monstres, ce sont encore des enfants. Ce sont de très jeunes adolescents qui ont besoin qu'on les écoute. Et des fois, il n'y a pas justement cette oreille complaisante, il n'y a pas cet élan de tendresse de la part des parents qui sont trop occupés. Les parents ne sont pas des monstres, mais ils sont occupés par le travail, c'est la vie. Par les vicissitudes de la vie. Le quotidien de la vie qui a réussi à accaparer tout le temps et ce qui fait que cette réalité sociale existe encore chez nous. Elle existe encore. Oui, les parents sont instruits, cultivés, mais il y a beaucoup Ils sont aveugles à la détresse. Qui leur échappent encore. Et quand la fille, c'est son père. Hein, et la fille a besoin de quelqu'un. La fille, elle a une relation particulière avec le père. Absolument. D'ailleurs, il y a une histoire que vous connaissez certainement, Assia Djebal avec son père. Avec son père. Oui, mais on peut avoir cette relation avec la maman aussi. Ouais. Mais le père pour la fille, à mon sens. Hein. Moi, j'ai une fille, une seule d'ailleurs. Mais nous, les 4 filles, on avait une relation très fusionnelle avec notre maman. Ouais. Ça dépend des familles, ça dépend des personnes, ça dépend des caractères. Peut-être. Parce que le père, il y a des pères qui attirent leurs enfants, qui les protègent plus, qui discutent avec eux. Bien sûr, il y a cette relation fusionnelle. Mais quand c'est la mère qui joue ce rôle, il y aura la relation fusionnelle avec la maman. Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui les écoute. Oui, il faut qu'il y ait la communication. Des fois, c'est la grande sœur, hein. Ça peut être une tante. L'enfant doit être écouté et doit être surveillé, protégé, etc. Et quand un enfant arrive, cette jeune fille, Halima, est arrivée à l'âge où elle était à l'université. Elle se débrouille très bien, elle étudiait, mais elle avait besoin encore d'être protégée parce qu'elle a été manipulée par sa belle-sœur. Et elle a perdu toute... Voilà, et le frère est aussi aveugle que le père sur cette détresse et cette manipulation. Et vous jouez entre la nouvelle et le poème. Hein. Les poèmes ne sont pas choisis comme ça au hasard. Il y a un fil conducteur. Et par exemple, c'est cette tourmente-là que vous décrivez aussi dans Certains jours, lorsque vous dites « Certaines nuits sans rêve semblent n'être qu'une trêve aux éternels tourments ». Oui, ce poème... Oui, évidemment, il y a d'autres poèmes beaucoup plus jolis. Il a fait l'objet d'un live par un confrère, et puis on en a discuté. La poésie nous permet, pour moi c'est un exutoire, elle nous permet d'exorciser certains ressentis, et puis parfois on n'a même pas l'intention d'écrire et puis ça vient. Certes. C'est une émotion, c'est un paysage. Bon, on peut écrire sur la nature, mais les ressentis sont toujours présents. Là, certains jours, il a été écrit par une nuit où il y avait une tempête. J'étais en bord de mer chez ma fille, et il y avait une tempête de tous les diables cette nuit-là. Toute la nuit, j'ai entendu la mer, les hurlements la mer était vraiment démontée, le hurlement du vent.
Et puis c'était une vieille maison, donc on entendait quelques fenêtres qui s'ouvraient. Il fallait toute la nuit, ça a duré. Le matin, je me suis levée et j'ai écrit. Et je crois que je n'avais même pas pris mon petit déjeuner. Et je commençais à l'écrire. Et puis avec nos états d'âme, bien évidemment, parce que c'est toujours lié. Hein, on est sensible à certains ressentis qui restent. Enfuyons-nous quand l'occasion se présente, ça ressort. Et on écrit. C'est comme la période coloniale, le déménagement. Quand on vit quelque chose de très près, eh ben ça ressort à un moment ou à un autre. Absolument, oui. Ça travaille en souterrain. Et puis, on a l'impression que les enfants sont là indifférents, mais pas du tout. Pas du tout. Tout pénètre. Certes. C'est comme des éponges. Et on va voir tous les jaillissements de mots que vous avez eus, vous aussi. Mais je me tourne vers M. Rachid El-Zaghi avec sur le chemin des loups. L'homme est un loup pour l'homme et rien ne l'illustre autant que les sales guerres impériales. Mais enfin, sales guerres, de toute façon, c'est un pléonasme. Toute guerre est sale. Oui, sauf celle qu'on mène pour justement se débarrasser de l'impérialisme. L'homme est un loup pour l'homme, notamment dans les guerres impérialistes que mènent justement les prédateurs et que vous illustrez merveilleusement dans 2 poèmes, La guerre des autres et La preuve par 3. Dans La guerre des autres, vous dites « Défenseurs des droits de l'homme, ils se présentent en justiciers, ils utilisent toutes les normes, hein, c'est comme ça qu'un pays démocratique devrait être. Défenseurs des droits de l'homme, ils se présentent en justiciers, ils utilisent toutes les normes pour envahir et prendre pied. » Et dans La preuve par 3, vous dites « Au jeu d'échecs de l'intelligence, la géopolitique s'impose, l'objectif fixé à l'avance. » Un siècle de vision s'impose. Ça me rappelle d'ailleurs un document pour un nouveau siècle américain, de stratège entre guillemets. La stratégie de la destruction planifie de nouvelles variantes. Il faut préparer l'ébullition et mettre les armes à la vente, faire tourner le complexe militaro-industriel. Les identités sont meurtrières, Amin Malouf l'a très bien dit, et deviennent des sources de conflits. On ne compte pas toutes les guerres interethniques, confessionnelles. Qui ont été provoquées. Absolument. Pour les besoins, justement, de la géopolitique. Absolument. Les identités sont meurtrières et deviennent des sources de conflits. Les loups hurlent et se mettent derrière. Voilà. Hein, ils attisent le feu. C'est ce que nous vivons maintenant, au jour d'aujourd'hui, ce qui se passe en Ukraine. Voilà. Eh ben, si on a les capacités de voir au-dessus des images et de voir derrière les images ce qui se passe, etc., c'est toute une stratégie qui a été initiée il y a peut-être 50 ans, il y a peut-être 30 ans. Ce qui se passe actuellement. Oui, notamment par la Rand Corporation, le fameux think tank américain, oui. Absolument. Voilà, donc, il s'agissait justement d'attirer la Russie dans un conflit qui serait son nouvel Afghanistan. Mais bon, la recette commence à être éculée. Vous dites les loups hurlent et se mettent derrière pour préparer du chaos le lit. Et puis vous dites, peu importe ces yeux d'enfant qui pleurent. Et là, vous m'avez rappelé la nauséabonde, je suis désolé d'exprimer, la nauséabonde de Madeleine Albright, à qui l'on a demandé 500 000 enfants morts en Irak, was it worth it? Est-ce que ça valait le coup? Et elle dit, yes, it was worth it. Voilà. Avec un cynisme nauséabond. Peu importe ces yeux d'enfants qui pleurent, le monde lâche, s'en détourne, que vaut la guerre qui n'a pas d'honneur, les morts se lèvent et se retournent. Oui, ça veut dire que tôt ou tard, il y a une certaine vengeance. C'est-à-dire que l'humanité reviendra par la conscience. Et ce qui est en train de se passer maintenant, l'Occident est en train de vivre d'énormes problèmes. Et peut-être, et j'estime que ça sera possible, réalisable et faisable, le réveil de l'Afrique. Absolument. Ça commence à se faire. Absolument. Et ce qui fait peur à l'Occident, c'est justement ce réveil de l'Afrique. Parce que l'Afrique, elle détient pratiquement toutes les richesses nécessaires au développement et à la survie de l'Occident. C'est en Afrique. Et les peuples africains maintenant, ils ont pris conscience qu'on n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin de vous. Nous voulons être traités comme des États souverains, sur le même pied d'égalité entre l'Occident, l'Afrique, etc.
on veut être traité et avoir notre mot à dire, et on n'a pas besoin d'ingérence chez nous. Absolument. Parce que les aides que j'allais dire... Au développement. Les aides au développement, comme vous dites, qui ont été enrobées dans une certaine stratégie, les aides, c'était justement de la véritable ingérence. C'est pour maintenir les pays dans un sous-développement pour mieux les asservir. Justement, c'est des aides au sous-développement. Un cadeau empoisonné, oui. Voilà. Et d'ailleurs, vous dites, vous chantez littéralement cet éveil des peuples dans Résistance, Oui. qui suit de très près ces deux poèmes où vous dénoncez l'impérialisme. Vous dites dans Résistance, tous ceux qui ne seront jamais morts, comme Sankara par exemple, parce que trop grands pour les tombes, tous ceux qui par leurs âmes et leurs corps font jaillir l'espoir face aux bombes. Ouais. C'est bien. Parce que il y a justement, il y a des êtres comme ça. Il y a des êtres comme ça qui ne meurent pas. Certes. Ils ne meurent pas parce que même s'ils disparaissent, ils ne sont pas morts. Parce que c'est justement à travers leur combat. Et c'est ça l'éveil. C'est ce qui nous permet à nous. Nous avons des exemples chez nous. Nous avons des exemples dans notre histoire. Absolument. Même la plus lointaine. Oui. Même la plus lointaine. Nous avons des valeurs dans notre sociologie, dans notre histoire, qui constituent actuellement notre mémoire. Et des repères, oui. Bien sûr, des repères, effectivement, et qui nous permettent d'avancer et qui nous permettent d'avoir confiance en nous. D'ailleurs, Malek Ben Nabil a dit, même mort, je les dérangerai encore. Oui, absolument, mais il y a des morts qui dérangent encore. Même chez nous, il y en a beaucoup. Hein. Absolument, oui. Et qu'on cherche à enterrer avec cette phrase ridicule de la rente mémorielle. Alors que ceux justement qui tirent une rente mémorielle interminable de la période de la Deuxième Guerre mondiale, là, à ce moment-là, c'est motus et bouche cousue. Cette rente mémorielle, il ne faut pas en parler. Ouais. Alors, bien sûr, on a vu sur le chemin des loups très brièvement, on ne saurait faire le tour du recueil. Dans Jaillissement des mots, vous avez parlé d'éveil, vous avez parlé de prise de conscience. C'est un thème qui vous tient extrêmement à cœur. Or, il ne saurait y avoir d'éveil et de prise de conscience sans la lecture et sans la culture. Bien sûr. Raison pour laquelle vous ouvrez ce jaillissement des mots par un poème qui s'intitule Lire, où vous rendez hommage au livre, non pas en tant qu'objet fétiche, mais en tant que vecteur de science et de culture. Bien sûr. Le livre porte le drapeau des nations qui cultivent l'espoir. Certes. Le commandant du bateau hisse pavillon du savoir. Et ainsi de suite. Ouais, la fertilisation de la société à travers la culture, etc. La culture, c'est ce qu'il y a de plus important dans une société. Une société qui perd sa culture ou qui n'est pas cultivée, ça veut dire que c'est l'ignorance qui s'installe. C'est pour ça que la colonisation a commencé par l'acculturation. Bien sûr. Il y a eu la période d'assimilation en du 1830, mimétisme. vous avez raison madame, en 1830, le niveau culturel algérien était supérieur à celui de la France. Absolument. Il était supérieur. Et quand ils sont venus, ils ont commencé par fermer les écoles. Ils ont compris. Par fermer les écoles, c'est une stratégie. Fermer les écoles, mettre les seuls savants qui avaient, les maîtres qui avaient, etc., ont été écartés. Par exemple, vous avez Abdel Halim Ben Smaya, auquel j'ai rendu hommage dans un poème. Abdel Halim Ben Smaya, un érudit. Qui porte le nom du primaire où j'ai étudié. Le cavalier, c'est le cavalier de la Kasbah. C'est le seul qui se déplaçait à la Kasbah avec une monture blanche, donc un cheval blanc, etc. Les Français, ils ont voulu le mettre de leur côté. Donc, comme c'était un savant, etc., ils lui ont offert une médaille d'honneur, etc. Sauf la prise de conscience. Contre l'élite. C'est une véritable élite révolutionnaire et patriotique. Il a pris cette médaille
il l'a attaché à la queue de son cheval, il se déplaçait avec. Quand les autorités se sont rendus compte, ils l'ont blâmé, ils voulaient le mettre en prison, etc. Il a dit, ils ont pris mon pays, ils veulent m'acheter avec une médaille. Voilà ce que j'en fais. Alors, on va justement parler d'autres élites et d'autres parcours de combattants. Mais avant cela, puisque c'est le moment de notre rubrique et de notre intermède littéraire, qui lui aussi va s'intéresser à des parcours de combattants, je vous retrouve tout de suite après le jingle pour notre livre de chevet. Dans ce mois de juillet consacré à l'histoire, puisque c'est ce mois de juillet que nous avons célébré notre indépendance, nous continuons de parcourir ces récits de feu recueillis et présentés par l'historien Mahfoud Qaddash, qui n'est plus à présenter. Et parmi ces textes, il y a celui de Fort-Montluc, qui est une prison qui est située à Lyon. Et c'est un témoignage qui nous est livré par Saleh Khalef, un ancien condamné à mort, et qui nous raconte la marche vers la guillotine d'un de ses compagnons d'armes. Je vous laisse découvrir cet extrait très émouvant. Enchaîné, Dhil sortit de sa cellule. Il fit quelques pas, s'arrêta et s'adressa à ses camarades. « Frères, adieu. Pour moi, le calvaire prend fin. Je rejoins mes frères, les guillotinés, les massacrés, les brûlés, les fusillés, les torturés. Je m'en vais vers Dieu. Que ceux d'entre vous qui sortiront vivants de cet abattoir se souviennent de cette prison de Fort-Montluc. Faites que le nom de Fort-Montluc soit un nom inoubliable pour les générations futures. De cette prison triste et sinistre des militants du FLN à des milliers de lieues de chez eux, on en fait un sanctuaire de courage et de sacrifice. Que Montluc reste à jamais dans la mémoire de notre peuple comme un haut lieu du patriotisme et d'héroïsme. Il reprit sa marche majestueusement. Sans mots, il était beau, il ne regardait personne. L'échafaud était dressé. Dhil y monta. Le couperet cingla. Le sang jaillit. Le soleil apparut. Gloire à nos martyrs, martyrs que nous allons continuer d'évoquer ensemble. D'abord avec Madame Fatma Zohra Slimani Douadi. On a vu le départ, on a parlé d'autres poèmes. Vous avez rendu hommage à l'Algérie combattante, vous avez rendu aussi hommage à l'Algérie indépendante avec un poème qui célèbre son soixantenaire. Cette année, nous fêtons le 61e anniversaire de notre indépendance. Vous avez aussi un poème que vous souhaitiez nous faire partager. Si vous voulez le lire, je vous en prie. Je lis, vous le lisez, c'est comme vous voulez. Alors, je vous laisse l'honneur, on vous a peu entendu, donc je vous laisse nous faire partager ce poème qui lui aussi retrace cette épopée que fut notre glorieuse révolution, notre glorieux combat contre l'impérialisme. L'enfant et la guerre. En cette ville qui fut jadis la nôtre, je n'étais qu'une enfant, quand mon pays me fut enlevé à la porte d'une prison, entourée de barbelés. Accompagné par un cousin, lui-même à peine adolescent, c'était le jour de la visite dans cette grande caserne où mon père était prisonnier. Nous nous trouvions à trois, mon frère, ma sœur et moi, dans une cour pleine de soldats. Soudain, se dressa devant nous la silhouette de mon père en pantalon et tricot de peau. Il transpirait sous un soleil de plomb et tenait une chose bizarre, jamais vue, dans la main de mon père, qui était en ce temps coiffeur, en blouse et un peigne à la main. Pourquoi avoir pris une pioche fut ma question ce jour-là. La réponse me parvint plus tard, lorsque j'appris par ma sœur que mon père était prisonnier et qu'il creusait des tranchées dans cette cour encerclée où les soldats étaient les maîtres et les Algériens détenus.
Je pleurai en quittant mon père et fus arraché à ses bras alors que d'un triste regard, il nous fixait intensément. La crainte de ne plus nous revoir et sa fierté piétinée, son orgueil blessé, lui, d'habitude tellement fort, le géant faisait peine à voir. Nous comprîmes dans la douleur que notre pays sans couleur souffrait d'enfermement. Il étouffait dans le tourment. Ce jour-là, j'ai clairement lu dans le regard de mon père que mon enfance appartenait à une longue page d'histoire de notre Algérie en guerre. Ce soir-là, ma mère essuya nos larmes noires de désespoir sur des oreillers de douleur, nos petits cœurs désemparés, dans le silence pleuraient en chœur. De nos yeux coulait notre enfance et notre adolescence aliénée. Magnifique, magnifique poème, Madame Fatma Zahra Slimani Douadi, et qui retrace toutes les souffrances qu'ont vécues. Mon père, Allah yarhamou, était en prison et j'ai été moi-même le voir, j'étais enfant. Cette image est ressortie comme ça. C'est-à-dire que cette image m'a longtemps hantée parce que je le voyais toujours fort, toujours fier. Il avait toujours raison, il nous protégeait contre tout. Et j'ai eu une autre image ce jour-là que je ne connaissais pas. Oui, c'est un choc qu'on imagine justement vous poursuivre jusqu'aujourd'hui, mais que vous avez magnifiquement justement illustré Merci. avec ce poème. Et, gloire à nos martyrs et gloire à tous les combattants qui ont soutenu avec bravoure la lutte contre l'impérialisme. Je viens de lire un extrait d'un guillotiné de Hill. Vous avez rendu hommage au premier guillotiné avec Abdelkader Farraj de la Révolution. Oui. Zabana. Ahmed Zabana, voilà. Zabana. Avec un portrait à côté duquel vous avez justement... Pour ce tableau et ce poème, j'ai imaginé Zabana la veille de son exécution, donc la nuit qu'il a passée dans sa cellule, la dernière nuit qu'il a passée dans sa cellule avant son exécution, et je l'ai fait parler. C'est-à-dire que c'est lui qui parle dans ce poème. Alors justement, on va découvrir ensemble ce superbe poème où vous faites parler Ahmed Zabana la veille de son exécution. La guillotine, elle m'attend juste pour en finir, elle veut ma tête pour me punir, l'injustice vient la soutenir, je suis seul pour ne pas mourir. Je suis le premier candidat pour perpétuer le combat, j'irai debout signer là-bas, la fierté devançant mes pas. Ma mère m'a toujours fait confiance, je suis son homme par avance. Mon père connaît sa descendance, je serai l'exemple de la chance. J'ai pris la voie du sacrifice pour vous offrir le bénéfice de la bataille libératrice. La vie et la mort sont complices. À mon peuple qui se libère, je lui affirme que cette terre mérite bien le don le plus cher, celui de l'âme des sœurs et frères. La guillotine n'atteint pas le cœur, j'avance vers elle sans avoir peur, la dignité bat la terreur, par ma foi, je suis le vainqueur. Tous les martyrs, mes compagnons, dans les impurs renaîtront, à Dieu tous nous appartenons et à lui nous retournerons. Monsieur Rachid. Bien déclamé en tout cas. Merci. Merci. Allah yarham shuhada, gloire à tous nos martyrs. Vous avez rendu aussi dans un même procédé avec un très beau tableau et un très beau poème, hommage à Annie Steiner. Annie Steiner, effectivement. Annie Steiner, c'est un cas particulier. Et c'est un symbole. C'est un symbole de patriotisme et d'algérianité. Annie Steiner s'est engagée, elle est algérienne d'origine française, mais elle est algérienne. Elle a vécu en Algérie jusqu'à sa mort, jusqu'à son dernier jour. Elle s'est engagée à l'âge de 19 ans. Elle s'est engagée pour la libération de l'Algérie, qu'elle considère comme son pays, sa patrie, etc.
elle a perdu ses deux filles dans cette histoire parce qu'elle était mariée et quand elle a été arrêtée, bon, son mari lui a fait du chantage et dit ou bien tu quittes ce choix que tu as fait, ou bien c'était le divorce. C'est moi ou la lutte. Il a pris ses enfants. Elle a préféré perdre donc son foyer, ses enfants, pour une mère. Perdre ses enfants, Elle a choisi l'Algérie. C'est pour vous dire que la patrie, l'amour de la patrie est souvent plus fort que celui d'une mère ou d'un enfant. Parce que beaucoup de martyrs ont laissé leurs enfants, ou ont laissé leur mère pour libérer la patrie. Donc, on pense à Zulikha Oudaï qu'on a présenté. Elle a fait un choix très douloureux qu'elle n'a jamais regretté. Elle a été arrêtée, emprisonnée, elle a assisté à des exécutions, etc. Et après l'indépendance, bien entendu, elle est restée en Algérie. Et moi, je l'ai connue dans les années 80 à peu près. Comme elle fait de la poésie, elle aussi, elle écrivait, elle a fait de la poésie. Donc, on s'est rencontrés, on a échangé et tout. Et c'est une femme qui m'a fasciné par sa détermination jusqu'au dernier jour de sa vie. C'est une femme déterminée, elle a fait un choix, elle m'a dit l'Algérie, c'est ma patrie, je suis contre l'injustice, je suis pour la liberté et la vérité. Et je lui ai rendu hommage dans un poème, Combattante, où je lui dis, combattante, avec des larmes de fierté, j'écris ton nom sur la lune, tu représentes la dignité, le patrimoine et la fortune. Absolument. Un petit peu le... Vous écrivez aussi au sujet de Gaza, hein, pour l'honneur je pleure Gaza au cœur de la Palestine, mon sang voudrait la blanchir par l'orgueil face à l'affront. En guise d'au revoir, vous avez un poème inédit, cette fois-ci que vous avez dédié à l'Algérie. Effectivement, que j'ai fait le 5 juillet 2022. Que j'ai présenté à l'occasion d'une rencontre de poésie aussi. Lui aussi dédié au soixantenaire. Algérie. L'Algérie, amour et jalousie. Tu es trop grande pour les autres, tu es trop belle pour tes enfants. Les meilleures âmes de toutes sortes viennent de ta terre et de ton sang. J'ai vu le roi Massinissa à la tête de guerriers berbères, dévalant le mont Durdura, allant vers Tinhinen au désert. Le serment fut scellé entre eux pour mieux protéger les frontières. La Numidie, terre des aïeux, a traversé toutes les guerres. Jugurtha ne s'est jamais rendu. Le traître, je ne le citerai pas. L'histoire l'a déjà vendu aux pages qui n'existent pas. Juba II, roi savant et juste, avec Cléopâtre Sélénée, s'est élevé en monarque auguste sur les hauteurs de Césarée. Amador de Saint-Augustin, j'ai vu passer notre apulé. Il avait un livre dans la main, écrit en lettres rouges et dorées. Tarq ibn Ziyad renaît sur les bords de l'Andalousie. Il va refaire la traversée pour revenir à son pays. La lumière fut à Béjaïa. Sous l'angle de la Muqaddima. L'ombre de Ibn Khaldoun signa face au site Yimma Gouraya. À Tlemcen, la ville des rois, Ziryab a planté le décor. Mélodie andalouse de choix, la culture émerge de tous bords. Après l'agression de la France, l'honneur des Algériens jaillit. L'émir jura alors vengeance, il prit les armes sans répit. La haute parole des officiers s'est enlisée dans la Tafna. L'honneur des militaires français a succombé à la Maqta. Notre héroïne Fadman Soumer a fait trembler les généraux. La reine Dihya fut très fière de la voir à la tête de héros. De Hassiba à Ben Mhidi, de Abban au Bel Jamila, Taleb, Yveton, Odin, Annie,
un combat juste et au-delà. Nous sommes un produit de l'histoire. Nous sommes un produit de l'histoire face à la Méditerranée. Je signe avec honneur et gloire, main sur le cœur, sans vanité. Pour nous, l'amour de la patrie, que nous portons comme un drapeau. Pour les autres, c'est la jalousie. Pour les autres, c'est la jalousie qui fait apparaître les signaux. Tous ensemble, les mains dans la main, nous protégerons l'Algérie. Nous allons assurer demain, car la mémoire nous unit. Merci. Merci à vous, Monsieur Rachid El-Zaghi. Magnifique poème. Magnifique. Merci. Magnifique poème au pluriel que vous pourrez découvrir, chers amis, sur le chemin des loups aux éditions d'Al-Uthmaniya et Jaillissement des mots aux éditions Barqat, magnifiquement illustré par l'illustre peintre Karim Selgouab. Merci encore, Monsieur Rachid El-Zaghi. Compositeur et interprète que vous pourrez découvrir notamment dans Der El Khair. Tapez Rachid El-Zaghi sur YouTube et délectez-vous. Et puis ensuite, vous pourrez acquérir ces albums, dont celui que vous voyez sur notre écran. Merci encore, Monsieur El-Zaghi, d'avoir été parmi nous ce soir. C'est moi qui vous remercie. Madame Fatma Zohra Slimani Douadi, poétesse, nouvelliste, romancière, que vous pourrez découvrir en partie, une partie des nombreuses cordes à son arc. Apprends-moi un jour une histoire, un poème, nouvelle et poésie aux éditions Dar El-Qubbiya que nous saluons. Merci encore, Madame Fatma Zohra Slimani Douadi, d'avoir été parmi nous. Merci pour votre talent, merci pour le plaisir que vous nous avez apporté et merci à vous, chers amis, d'avoir été parmi nous. J'espère que vous avez passé avec nous un moment agréable. Je vous souhaite une excellente fin de soirée.